Le plus grand problème de Poutine pourrait ne pas se trouver sur le champ de bataille, mais plutôt l'attendre à l'intérieur de la Russie. Des vétérans endurcis d'Ukraine reviennent marqués, doutant et sentant que la guerre vécue diffère du récit officiel. Le Kremlin maintient cette version. Pour un système basé sur la peur et la gestion de son image, c'est une menace impossible à cacher ou à faire taire. Ces hommes ne sont pas seulement d'anciens soldats. Ils sont une faille vivante qui traverse directement le pouvoir de Poutine. Ils sont très nombreux, expérimentés au combat, et leur humeur est imprévisible. Rien que cela suffit à rendre le Kremlin nerveux. Mais voici ce qui est encore plus inquiétant. Le plan de Poutine pour les contrôler montre déjà des failles. Le fossé entre propagande et réalité s'agrandit. Chaque mois, quelque chose est en train de changer sous la surface. Un imprévu pour le Kremlin, hors de son contrôle total. Une fois que vous l'aurez vu, vous comprendrez pourquoi les hommes que la Russie loue sont peut-être ceux qu'elle craint le plus. Voici la partie qui met tout le monde sur les nerfs. Les anciens combattants ne rentrent pas chez eux en silence, comme des personnes ayant vécu des horreurs inimaginables. Ils comparent leurs expériences, partagent leurs histoires et démystifient la version officielle de la guerre. Une conversation à la fois. Ils n'ont pas besoin de discours ou de rassemblements pour révéler les failles. Il suffit d'une table, de quelques amis et de la vérité sur ce qu'ils ont vu. Quand ces histoires se répandent ainsi, le Kremlin perd ce qui lui importe le plus, le contrôle du récit. Et cela nous amène à l'ampleur de ce à quoi Vladimir Poutine est confronté. Nous ne parlons pas d'une poignée de soldats rentrant chez eux après un court conflit. C'est la plus importante vague d'hommes aguerris par le combat que la Russie ait connue depuis des décennies. Tous se réintègrent dans la société. Actuellement, plus de 620 000 anciens combattants sont déjà rentrés ou démobilisés, selon le ministère de la Défense. Ce chiffre à lui seul suffirait à transformer un pays. Mais ce n'est que la première vague. Des centaines de milliers d'autres devraient en suivre dans les prochaines années. Chaque groupe apporte sa propre humeur, son traumatisme et sa vision de ce qui a mal tourné. Tout ce chaos s'intègre à la population civile. Ce qui est intéressant, c'est que cette force non uniforme n'est unie que par leur survie à la même guerre. Vous avez des soldats sous contrat qui se sont engagés tôt, des conscrits qui n'auraient jamais pensé voir un vrai combat, des réservistes arrachés à des emplois civils tranquilles, et des hommes ordinaires, forcés d'enfiler l'uniforme lors de la mobilisation d'urgence. Beaucoup sont revenus ébranlés ou désillusionnés. Beaucoup sont revenus en colère, et certains sont revenus changés d'une manière que leur communauté ne peuvent pas gérer. Et puis il y a le groupe que le Kremlin préférerait oublier, les recrues issus des prisons. Plus de 70 000 condamnés graciés ont déjà été relâchés dans la société après avoir servi dans les sections les plus violentes du front. Ce sont des hommes qui vivaient déjà proches du crime bien avant le début de la guerre, et la brutalité qu'ils ont vécue en Ukraine n'a fait qu'accentuer cet instinct. S'ils représentaient un risque auparavant, ils en représentent un bien plus grand aujourd'hui. Et ils retournent dans des régions qui étaient déjà confrontées à la pauvreté, à des institutions fragiles et à une faible confiance. La diversité de ces anciens combattants rend leurs expériences très différentes. Certains ont combattu dans les ruines de Bakhmout et de Mariupol, où chaque couloir semblait être un piège. D'autres sont passés des mois dans les tranchées, vivant sous les drones, où même un petit mouvement pouvait signifier la mort. Certains venaient d'unités spéciales, chargées de maintenir la discipline. Les combattants de Wagner et Storm Z étaient un côté forgé par la survie, des ordres brutaux, de lourdes pertes et sans vraie formation. Ces batailles ont laissé des cicatrices invisibles qui les ont façonnés aujourd'hui. Et comme vous pouvez l'imaginer, leur état d'esprit est tout aussi fracturé. Le trouble de stress post-traumatique est partout, et la Russie n'est vraiment pas prête à y faire face. Même le ministère de la Santé a admis en octobre qu'il n'y a qu'un lit psychiatrique pour 400 combattants de retour. Cela en dit long sur l'absence de système pour accueillir ces hommes à leur retour. Toute cette douleur doit bien s'exprimer quelque part, et trop souvent, elle se manifeste dans les rues. Rappelez-vous, beaucoup viennent de régions pauvres, avec peu d'argent et d'opportunités. Souvenez-vous que Poutine a surtout recruté en Sibérie et chez les minorités. Ces hommes reviennent dans des villes déjà en difficulté avant la guerre, où le ressentiment est surtout présent dans les communautés ethniques. La Bouriatie, la Touva et le Daghestan ont envoyé 4 à 5 fois plus d'hommes que Moscou ou Saint-Pétersbourg, et subi des pertes similaires. De retour chez eux, les survivants sont célébrés à la télévision, mais perçus comme de la chair à canon en privé. Les dirigeants locaux, qui ont applaudi les campagnes de recrutement, évitent maintenant les foules en colère à Makhatchkala et Oulan-Oudé. Les funérailles se transforment en manifestations en quelques heures, car le chagrin se manifeste souvent par la colère. La réaction. Moscou envoie toujours plus de policiers anti-émeutes dans ces régions, pas en Ukraine.
Cela montre où le régime estime que la prochaine explosion pourrait survenir. Tout cela ne fait qu'alimenter le traumatisme, mêlé de colère, de déception et d'une fierté sans issue. Pour beaucoup de ces hommes, l'idée de reprendre un travail normal semble presque irréelle. Beaucoup n'essaient même pas, certains ne réalisent pas qu'ils sont rentrés chez eux, plus sur le champ de bataille. Ce n'est pas seulement une vague d'hommes, c'est une vague de traumatisme, de compétences et d'expériences que l'État ne peut pas absorber. C'est pourquoi le Kremlin ne les voit pas comme des héros, même avec de nombreuses médailles. Pour lui, ce qu'il distribue est une ombre incontrôlable. Cette ombre pèse désormais sur le système de Poutine, ce qui soulève la vraie question. Pourquoi les craint-il autant ? La peur naît de la politique. Les anciens combattants ont ce que le gouvernement ne peut créer ni montrer à la télévision. Le poids d'avoir combattu. En Russie, la plupart des responsables gravissent les échelons, en faisant preuve de loyauté, en répétant des slogans et en évitant les erreurs. Les hommes revenus d'Ukraine possèdent une autorité différente. Elle ne vient ni des médailles, ni des discours, mais du fait que quand ils disent avoir combattu pour le pays, chacun sait que c'est vrai. Cela crée un fossé dangereux en Russie. D'un côté, il y a ceux qui ont risqué leur vie. De l'autre, ceux qui n'ont fait que parler de sacrifice. Les propagandistes de Poutine peuvent se dire patriotes toute la journée, mais l'homme ayant perdu la moitié d'une jambe à Avdivka n'a pas à hausser le ton pour gagner. Les bagarres de rue sont bruyantes, mais le danger plus discret, c'est celui qui entre dans un isoloir ou dans le bureau d'un gouverneur, avec une véritable autorité morale. Il ne s'agit pas seulement de criminalité ou de trouble, il s'agit de légitimité. Les anciens combattants détiennent une forme d'autorité qu'aucun responsable ne peut simuler, et cela touche directement le cœur politique de la Russie. S'ils décident un jour de transformer leur frustration en une véritable organisation, ils pourraient défier les dirigeants locaux, les chefs régionaux et même les responsables nationaux. L'histoire montre pourquoi cela compte. Après la guerre soviétique en Afghanistan, les combattants sont devenus des voix politiques et chefs paramilitaires, alors que l'État déclinait. Les anciens combattants actuels sont plus nombreux et aguerris. Fin 2025 au moins. 183 anciens soldats de première ligne ont déjà été élus dans les assemblées régionales, soit 3 fois plus que lors du cycle précédent. Certains ont critiqué les gouverneurs en direct à la télévision sans être censurés. Moscou l'a remarqué et aperçu le danger plus vite que la police locale. Ils ne se laissent pas intimider et ne respectent pas un système qu'ils jugent les avoir utilisés puis abandonnés. Beaucoup forment des groupes soudés, liés par une expérience de combat commune, et ces groupes deviennent des réseaux hors de portée de l'État. Certains clubs sont inoffensifs, d'autres deviennent des gangs ou sociétés de sécurité privée qui imposent leurs règles. Les chefs de la police locale les surnomment les nouveaux bataillons tchétchènes, mais personne à Moscou ne sait qui ils suivent. Le cauchemar du Kremlin inclut aussi les familles. Épouses, mères et sœurs sont devenues une véritable force. Chagrin et colère sont devenus un défi organisé. Des groupes tels que Poudomoï et le Conseil des mères et épouses rassemblent aujourd'hui des dizaines de milliers de membres en Russie. Ils commencent par exiger la rotation à la maison pour les soldats épuisés. Cette année, ils bloquèrent des routes, prenaient des bâtiments gouvernementaux et portaient des plaintes devant les tribunaux. Ces femmes filment, publient aussitôt et s'expriment avec la même autorité morale que les combattants. Quand une mère qui a perdu son fils fixe un gouverneur devant la caméra et demande où est le corps, la propagande ne fonctionne pas. Moscou a arrêté des dizaines de personnes, mais cela pousse encore plus de femmes à y manifester. Parmi les plus grandes tragédies, il y a ceux qui ne rentrent jamais. Des dizaines de milliers d'hommes portés disparus. Les certificats de décès sont retardés ou refusés pour que l'État continue à les payer comme actifs et évite de verser des indemnités. Les familles, les appellent les âmes mortes. Les épouses campent devant les morgues et les bureaux militaires pendant des semaines. Quand un camion frigorifique transportant 200 corps non identifiés arrive, la nouvelle circule plus vite que la censure ne peut l'arrêter. Les anciens combattants qui ont servi avec les disparus savent exactement ce qui s'est passé. Ce savoir partagé change le chagrin en colère plus vite que la propagande ne peut le calmer. Le gouvernement voit ces schémas et réagit avec un mélange de silence et de panique. Les anciennes recrues des prisons restent surveillées après la fin de leur contrat. Libotin, une nouvelle loi autorise leur surveillance administrative jusqu'à 8 ans. La police reçoit l'ordre de surveiller les rassemblements, où les anciens combattants s'expriment trop ouvertement. La surveillance s'est accrue dans les zones de regroupement des rapatriés, aggravant une situation déjà problématique sans résoudre le vrai problème. La plupart du temps, les hommes surveillés savent que l'État les observe, ils le ressentent mal, et le ressentiment grandit rapidement chez ceux qui se sentent déjà trahis. Soyons clairs, tous les anciens combattants ne rentrent pas prêts à laisser exploser leur fureur. Beaucoup souhaitent retrouver la vie qu'ils ont laissée. Un emploi stable, des soirées paisibles, loin des tranchées et des drones.
Certains retrouvent leur emploi, heureux de revoir leurs enfants et décidés à rester loin de la politique. D'autres répètent la version officielle, non pas parce qu'ils croient à chaque mot, mais parce que c'est plus simple que de revivre la confusion. Pour eux, la version de l'État est un bouclier, pas un drapeau. Il y a des villes où les rapatriés se fondent dans la masse sans faire de vagues. Les voisins apportent de la nourriture, les usines maintiennent des emplois et les responsables locaux offrent assez d'aide pour éviter le mécontentement. Là-bas, les anciens combattants réparent ou entraînent les enfants, cachant leur traumatisme et préférant la routine à la colère. Quelques-uns trouvent même un but au sein des programmes de l'État, en aidant les blessés, en organisant l'aide et en acceptant les médailles. La reconnaissance paraît suffisamment réelle pour compter dessus. Ensuite viennent les vagabonds. Des hommes critiquent en temps privé la corruption sans jamais manifester, conscients de la trahison de l'armée, mais recherchent seulement la paix chez eux. Plus difficiles à cerner pour le Kremlin que les mécontents. Ils maintiennent en apparence le calme. C'est cette mosaïque qui maintient le régime en vie. Pour l'instant, la plupart des anciens combattants ne marchent pas d'un même pas vers la révolte. Ils sont dispersés sur différents chemins, certains calmes, d'autres agités, d'autres encore cherchant toujours où ils se situent. Cette majorité silencieuse offre à Moscou un temps, et une chance qu'elle ne mérite ni ne peut anticiper. Pourtant, le Kremlin sait une chose avec certitude, même les silencieux portent un savoir. Aucun métal ne peut l'effacer. Ce qui effraie vraiment Poutine, ce n'est pas que les chiffres ou les manifestations, c'est le savoir. Ces vétérans comprennent comment fonctionnent réellement les armées. Ils savent quels ordres comptent et lesquels s'effondrent, sous la pression. Ils savent comment les lignes d'approvisionnement se brisent. Ils savent où le commandement est faible. Beaucoup ont vu leurs officiers échouer, lors de moments qui restent gravés dans leur mémoire. Certains ont vu la corruption déchirer des unités. Ces souvenirs ne s'effacent pas simplement parce que la guerre a continué. La mutinerie de Wagner a prouvé à quelle vitesse un groupe armé peut ébranler Moscou. Maintenant, imaginez non pas un groupe, mais des centaines d'anciens combattants dispersés, chacun avec ses propres réseaux et rancunes. C'est le scénario que Poutine craint. Une révolte n'a pas à être une marche spectaculaire sur Moscou. Cela pourrait débuter par des groupes refusant d'obéir, ou un commandant s'entourant de fidèles. Wagner a prouvé qu'un chef unique et une structure pouvaient déstabiliser le Kremlin. Les vétérans de retour viennent de centaines d'unités et de milliers d'expériences. Cela les rend plus difficiles à suivre, plus imprévisibles et bien plus compliqués à contrôler. Si le danger est évident, pourquoi le gouvernement ne met-il pas fin à la guerre et ne freine-t-il pas le retour des combattants? La réponse est simple, Poutine ne peut pas. Tout son système repose sur la force. Une paix soudaine l'obligerait à justifier l'envoi et la mort de tant de personnes au combat. Les partisans radicaux exploseraient de colère, et les familles des soldats demanderaient aussi des explications. Cela n'inclut même pas que les hommes au front se sentiraient trahis. Tous les éléments du système visent à poursuivre la guerre, jusqu'à ce que la Russie puisse revendiquer une forme de victoire. Mettre fin à la guerre pourrait semer le chaos parmi les troupes restantes. Les analystes préviennent qu'une démobilisation soudaine peut causer peur, confusion ou révolte. Les soldats qui rentrent chez eux sans récompense ni but cherchent souvent quelqu'un à blâmer. Les anciens combattants, après des années de lutte, refuseraient une retraite discrète, se sentant trahis. Les soldats provoqueraient souvent des troubles plus vastes. La pression internationale l'isole encore plus. Mettre fin à la guerre sans gain briserait son image de dirigeant fort. Cela l'obligerait à admettre qu'il s'est trompé dans ses calculs. Ses discours sur la détermination et le destin commenceraient à se fissurer. Il le sait. Et il y a aussi le problème le plus simple. La Russie n'a pas les moyens de réintégrer autant de combattants dans la vie normale. L'État manque d'argent, de logements et de services de soutien pour réintégrer des millions d'hommes. La démobilisation est difficile partout, mais en Russie, avec des institutions fragiles et un système sous tension, c'est dangereux. La guerre s'éternisant sans issue, le Kremlin a tenté une nouvelle tactique, apparemment astucieuse. Faites des anciens combattants des défenseurs loyaux du système. Voilà le pari simple de Poutine. S'il ne peut réprimer leur colère, il peut peut-être la rediriger en créant une nouvelle élite à partir des survivants du combat. Le plan débute par des symboles, car ils sont faciles à contrôler. Les anciens combattants reçoivent des médailles, des certificats et des éloges chaleureux à la télévision. Les médias d'État diffusent dans le monde des cérémonies remplies de sourires mesurés et de poignées de main, mettant généralement en avant des hommes qui s'expriment d'une voix calme et loyale. Ces scènes visent à rassurer le public sur le respect envers les anciens combattants et à rappeler que la loyauté est récompensée. Certains apprécient, d'autres voient la réalité. Un théâtre bon marché, lumière tamisée, promesses creuses.
Il s'avère que survivre à Bakhmout vous vaut la même médaille que celle qu'on remet pour une présence parfaite lors d'une séance photo au Kremlin. La plupart savent exactement où se situe la frontière entre le respect authentique et une mise en scène destinée aux caméras. Dès lors, la stratégie devient politique et les enjeux augmentent vite. Le gouvernement pousse les anciens combattants au Parlement à une vitesse record. 28 sièges déjà dans la Douma actuelle, soit un record. Ces hommes doivent nous relier la ligne de front à la capitale, justifier la guerre devant les caméras, donner un sens aux pertes et montrer que la direction comprend les combattants. Les responsables régionaux copient cette approche, plaçant des anciens combattants dans les bureaux locaux, pour remplacer les bureaucrates, qui n'ont jamais vu le combat. Sur le papier, c'est un renouveau audacieux, mais en réalité, c'est risqué. Le Kremlin parie que ces anciens combattants resteront obéissants, après avoir goûté au pouvoir. Pour renforcer le message, l'État a créé de nouveaux groupes d'anciens combattants, qui semblent issus de la base, mais qui sont financés d'en haut. Les plus grands défenseurs de la patrie ont reçu près de 12 milliards de roubles en 2025. Ils offrent nourriture, cadeaux, subventions, organisent des défilés et aident administrativement. Ils paraissent serviables et patriotes. Ils collectent des informations, orientent les discussions et gardent les anciens combattants dans des réseaux surveillables par les autorités. Ces outils politiques cependant se présentent comme un soutien communautaire. L'argent sert aussi de levier, promettant logement, pension et emploi aux anciens combattants. Certains intègrent des industries d'État, d'autres rejoignent les services de sécurité, où l'expérience du combat est valorisée. C'est simple, les anciens combattants, dépendants de l'État, se rebellent moins, mais les promesses sont souvent non tenues. Les listes de logements dépassent déjà 180 000 noms. La corruption fait disparaître les offres d'emploi et les dossiers se perdent dans des bureaux lents. Ce constat reste tristement constant. Les attentes augmentent, mais les résultats sont loin derrière, et beaucoup n'ont jamais la chance de s'installer. Des officiers et des recruteurs se présentent à leur porte avec de nouveaux contrats et de grosses primes à la signature, parfois 2 à 3 millions de roubles pour 6 mois supplémentaires. Refusés, et les aides locales ralentissent soudainement, où la police commence à vous rendre visite. À l'automne 2025, les autorités régionales ont reconnu discrètement que plus de 40% des hommes démobilisés avaient au point déjà été forcés ou incités à résigner. Le Kremlin parle de volontariat, les hommes de deuxième bouchée du hachoir à viande. Chaque soldat renvoyé au front, c'est un vétéran en colère et armé de moins qui erre dans les rues du pays, du moins pour l'instant. Le coût de tout cela pour les vétérans est écrasant. Les budgets régionaux. À Bariadja, Siva et Krasnodar, les prestations aux vétérans dépassent désormais 30% des dépenses locales. Les gouverneurs doivent choisir entre réparer les routes, payer les enseignants ou calmer les combattants. La plupart choisissent aidant les combattants, laissant les hôpitaux en sous-effectif et les écoles négligées. Les civils sans contrat voient là leurs impôts disparaître dans la guerre qui a pris leurs fils. Le ressentiment grandit des deux côtés, et les responsables locaux pris au milieu commencent à paniquer. C'est là que la mythologie entre en jeu. Le Kremlin a commencé à promouvoir l'idée que seuls ceux qui ont combattu en Ukraine sont dignes de diriger la nation. Cela valorise les anciens combattants, les mettant dans une catégorie spéciale façonnée par l'État. On leur dit qu'ils sont les défenseurs choisis, qui ont prouvé leur loyauté. Sous le feu, la fierté grandit, mais le piège aussi. Une fois leur identité acceptée, on attend d'eux qu'ils agissent en symbole, non en individus. Ils doivent montrer leur loyauté, soutenir la guerre, sans poser de questions, ni relever ses échecs. Beaucoup voient le piège, mais jouent à le jeu car les alternatives leur paraissent trop risquées ou sans espoir. Le problème, c'est que la réalité ne suit pas. Les anciens combattants ne sont pas unis, ils viennent de divers milieux et expériences. Certains veulent une vie tranquille et acceptent les projets politiques se proposer. D'autres ne veulent rien avoir à faire avec les officiels. Ils voient au-delà des cérémonies et slogans, dénoncent le gaspillage, la corruption et les commandants qui les ont mis en danger. Un nombre réduit crée des associations indépendantes pour soutenir les blessés ou les familles des morts. Ces groupes ne suivent pas les instructions venues d'en haut, et l'État les surveille avec suspicion. Les réseaux indépendants se développent rapidement. Des chaînes comme Vétéranie, SVO Grus de sang et Poidzium Demois comptent déjà des centaines de milliers d'abonnés. Ils diffusent en des vidéos des tranchées, dénoncent les officiers corrompus, lèvent des fonds pour des prothèses non fournies par l'État et organisent une aide juridique aux hommes poursuivis à leur retour. Contrairement aux clubs subventionnés par l'État, ces réseaux reposent sur les dons et la défiance envers Moscou. Quand une chaîne appelle à manifester ou dévoile une promesse non tenue, la mobilisation est immédiate et l'ambiance tendue. Les services de sécurité interdisent une chaîne, et 3 autres apparaissent à la même semaine. Pour la première fois depuis le début de la guerre, une conversation entre anciens combattants a lieu entièrement en dehors du scénario du Kremlin. Placer des anciens combattants dans des rôles officiels,
comme discuter, c'est parfois retourné contre eux. Le gouvernement exige des visages loyaux, mais de nombreux candidats ont un casier ou des soucis disciplinaires. D'autres sont imprévisibles, boivent trop ou parlent trop librement. Certains se heurtent à la police ou aux dirigeants régionaux. Chaque scandale rend le projet plus fragile et instable. Pendant ce temps, des guerres de territoire éclatent au sein du système. Les services de sécurité exigent plus de surveillance. Les gouverneurs cherchent des vétérans dociles. Les hommes d'affaires veulent des gardes du corps ou forces privées. Et les Siloviki forment leur propre bataillon. Roscovadia, le service fédéral de sécurité les troupes frontalières, et même la sécurité de Gazprom recrutent discrètement les rapatriés les plus disciplinés. Avec des salaires 3 fois supérieurs à ceux de l'armée, et aucune chance d'être renvoyé au front, Kadyrov continue de faire venir par avion les combattants les plus coriaces, directement en Tchétchénie. Chaque général ou oligarque ambitieux se constitue sa propre garde prétorienne loyale, dans le vivier que Moscou prétend contrôler. Le Kremlin feint l'ignorance, mais chacun sait que si Poutine semble faible, ces unités privées décideront qui dirige réellement le pays. Chaque groupe défend sa part de cette armée revenue, déplaçant financement et autorisation. Les batailles sont cachées, mais la pression gagne toute la structure. Chaque voie à suivre mène à un endroit inconfortable, et le Kremlin le sait. Certaines voies permettant à l'État de garder le contrôle pendant un certain temps, d'autres fissurent le système de l'intérieur. À chaque nouvelle vague de combattants qui rentrent chez eux, la probabilité d'un choc inattendu augmente. Moscou, voyant le nombre croissant de vétérans, perçoit des dangers multiples. Un avenir possible est celui qu'elle espère, suffisamment de vétérans. Restez loyaux, acceptez les médailles, prenez les emplois et intégrez un système politique soigneusement contrôlé qui leur permet de se sentir importants sans leur donner de réels pouvoirs. Si cela fonctionne, le gouvernement gagne un petit groupe fiable qui parle de devoir et d'unité. En théorie, c'est sûr, mais cela repose sur le silence des anciens combattants, même quand les promesses tombent. Un autre chemin naît du quotidien. Les anciens combattants rentrent dans des villes où l'emploi manque et la criminalité croît. Des petits groupes deviennent des gangs affrontant la police ou les autorités. Cela ne provoque pas de choc national, mais cela engendre une vague constante de troubles à travers le pays. Les répressions accroissent avec la colère, les pots de vin se généralisent, et les autorités perdent le contrôle. Il y a aussi la voie politique. Des vétérans charismatiques se présentent aux conseils locaux ou aux assemblées, et certains l'emportent, car les gens leur font plus confiance qu'à l'ancienne classe politique. Une fois qu'ils prennent pied, les gouverneurs ressentent la pression et Moscou panique. Un vétéran avec une base loyale peut passer d'une figure locale à une menace nationale. Enfin, dans le pire des cas, certains vétérans rejoignent des groupes armés ou soutiennent des factions rivales. Cela rappelle le problème Wagner, mais avec plus de combattants, répartis sur une plus grande zone. Ces hommes maîtrisent les armes, la logistique et les failles de la sécurité de l'État. Même l'idée d'une telle division suscite la peur à Moscou. Alors Moscou continue de resserrer la vis pendant que la pression ne cesse d'augmenter. À un moment donné, quelque chose doit céder, et quand cela arrivera, il est probable que cela ne cédera pas dans une seule direction. Chaque mois, le front renvoie des milliers d'hommes conscients de la fragilité du récit officiel. Ils n'ont pas besoin de manifestes ni de chefs, il leur suffit de continuer à se parler entre eux, à leurs familles et aux voisins restés sur place. Cette discussion se tient déjà dans les cuisines, casernes, cours et sur les chaînes Telegram que Moscou ne ferme pas assez vite. Le système de Poutine repose sur l'idée que la force est éternelle et que le doute peut être supprimé ou acheté. Ces anciens combattants prouvent que ces deux croyances s'effondrent. Ils ne forment pas encore un parti d'opposition. Ils sont plus discrets et bien plus dangereux. Des centaines de milliers d'hommes qui ont vu la machine de l'intérieur y ont survécu et ne croient plus aux slogans qui les y ont envoyés. Jusqu'à présent, le Kremlin gagne encore du temps, avec des médailles, des menaces et des contrats recyclés. Mais le temps est la seule chose qui lui manque. Le plus rapide, quand la prochaine vague descendra des trains et décidera que les promesses sont finies. La guerre censée rendre la Russie invincible pourrait finalement briser le système qui l'unit. Ce jour-là n'est pas aujourd'hui, mais pour la première fois en 25 ans, de nombreux membres du Kremlin restent éveillés, se demandant quand il viendra.